bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis ravie de tourner, vidéo dans laquelle je vais vous parler de la notion d'originalité. J'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'à travers nos vêtements, à travers notre style vestimentaire, on ressent le besoin d'afficher une certaine originalité, une certaine authenticité, de se démarquer des autres. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous, sur notre identité, sur nos rapports à notre corps et à autrui? J'ai fait un petit look un petit peu look voiture volée pour matcher avec le thème. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est que l'originalité? Nécessité d'une petite définition. L'originalité, il y a plusieurs sens dans ce mot, c'est un mot assez polysémique. D'abord, il faut entendre originalité au sens de nouveauté. C'est-à-dire que ce qu'on qualifie d'original doit forcément rompre avec une tradition, avec le passé. Ça doit avoir un aspect surprenant, un aspect assez novateur. Ensuite, ce qu'on entend dans la notion d'originalité dans un second temps, c'est la notion d'authenticité. Notamment dans l'œuvre d'art, quand on qualifie une œuvre d'art d'original, on voit qu'il y a l'idée que c'est une œuvre authentique et non pas une œuvre copiée. Authenticité, quand on va l'appliquer au sens du style, ça va être l'authenticité de son être, de son essence. Bref, autant de notions que l'on va pouvoir questionner dans cette vidéo. La vidéo, elle est construite en 3 parties, me semble. Pour changer, vous me direz, mais bon écoutez, on se refait pas. Dans la première partie, je vais un petit peu m'attaquer à la naissance de la notion d'individu, qui est une notion moderne et qui permet justement l'émergence de cette volonté d'originalité. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir que cette volonté d'originalité ou d'être original, elle revient en fait d'un héritage culturel et esthétique dont nous sommes les héritiers. Et enfin, dans un troisième temps, bien sûr, petite remise en question. Est-ce qu'on peut vraiment être authentique finalement? Est-ce que du coup on peut vraiment être original? En mode nihilisme ou remise en question, bref, on va s'éclater. C'est parti! Dans cette première partie, je vais vous parler de la naissance de la notion d'individualité, d'individu, parce que notre société n'a pas de tout temps été construite autour de cette idée centrale aujourd'hui. En fait, c'est depuis l'ère moderne qu'on parle vraiment d'individualité, en fait. Et cette individualité, elle est extrapolée, elle est appuyée par la mode. La mode se construit au sens de l'individualité. Gilles Lipovetsky, dans son ouvrage L'Empire de l'éphémère, écrit que la mode obéit à une logique de l'inconstance. Il y avait une poussière. Que la mode obéit à une logique de l'inconstance et qu'elle n'a soif que de nouveautés. Donc la mode au sens moderne du terme, avec ses tendances, avec ses saisons, elle se construit parce qu'elle veut tout le temps de la nouveauté. La mode, elle s'appuie forcément sur l'idée de personnalité. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une personnalité? C'est d'avoir une individualité forte et assumée. Et c'est la mode qui permet à cette individualité de prendre corps, littéralement. Si je cite Gilles Lipovetsky, il dit que c'est parce que l'individualisation du paraître s'est imposée comme une nouvelle légitimité sociale que la mode a pu être ce théâtre permanent des métamorphoses fugitives. Et on voit en fait, quand on commence à s'intéresser à cette notion d'individualité, très vite qu'elle est constituée d'un paradoxe. Et c'est notamment le cas dans l'analyse philosophique et anthropologique de Louis Dumont, qui nous affirme qu'une société individualiste, elle n'a pas tendance à atomiser ses individus, c'est-à-dire à les laisser en électrons libres de par eux-mêmes, mais au contraire, elle va les soumettre à un certain nombre de lois et de normes sociales. Donc en fait, l'individu, il ne peut être individu que dans un groupe social. Et il y a plein de sociétés non occidentales qui ne sont pas construites autour de l'individu, des sociétés holistes, etc. Or, la mode, c'est exactement ça, c'est un phénomène d'individualisation et de socialisation en même temps. En effet, la mode, elle est toujours partagée entre le désir d'imitation et le désir d'originalité, de singularité. Ce désir d'imitation, c'est un désir que nous avons toutes et tous, puisque c'est le désir de décharger la responsabilité de son image, de son apparence corporelle sur un tierce. On va imiter le style d'un tierce parce qu'on sait qu'il marche, que les gens l'acceptent et du coup
on sait qu'on va pouvoir évoluer dans le monde social sans altercation, sans problème. On est exempté un peu de cette lourde charge de notre propre corps. Mais la mode, elle tend aussi vers cette volonté d'individualisation, de singularité que nous avons aussi tous en nous et toutes. La mode va toujours être à la croisée de ces deux volontés antagonistes qui nous constituent, et elle va permettre un certain équilibre. Mais cet équilibre, il est de plus en plus difficile à trouver, je trouve, à cause de la société de consommation. La société de consommation, elle vend aux consommateurs l'idée qu'il y a une multitude d'offres, une multitude de goûts, de choix qui s'ouvrent à lui. Et cet essor des goûts, des opinions, des individualités, des styles, etc., ça va donner l'impression au consommateur d'être autonome et d'être singulier, puisqu'il va pouvoir faire ses propres choix, décider de sa propre identité. Mais voir dans le mode de production capitaliste une forme d'affirmation individuelle, pour moi, c'est un leurre, parce que ce qui s'y joue en réalité, c'est simplement l'affirmation de son narcissisme. Et cette société de consommation, elle cache un conditionnement liminaire, celui du culte de l'apparence, celui du culte de l'individualité, du culte de l'identité, qui pousse chacun à développer sa personnalité, à vouloir se démarquer, etc. La mode, elle exerce sur le corps une pression d'une quête identitaire, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve tous notre style, qu'on ait tous un style particulier, différent de celui des autres, parce que ce serait une forme pour nous d'affirmer ce qu'on est, et que donc ce serait une force de caractère. Sauf que l'appareil productif capitaliste, en réalité, il est juste en train d'émettre un mécanisme sur les individus, parce que les individus incorporent ces normes, ces tendances, tout en ayant l'impression que l'individu seul est le décideur. Le mode d'individualisation mis en avant dans les sociétés libérales et capitalistes, c'est en fait un ressort de la société de consommation, qui a repris cette notion d'individualité pour en faire un argument de vente. Ok, donc maintenant passons à la deuxième partie et on va voir en quoi cette notion d'originalité elle est valorisée dans notre société parce qu'elle est issue d'un bagage culturel et artistique que nous portons tous et toutes. Pour écrire cette partie, je me suis appuyée d'un essai que Jean-Marie Schaeffer a écrit, c'est un chercheur du CNRS. L'essai est disponible en PDF sur Percé, je vous le mettrai en barre d'infos. Il étudie la notion d'originalité dans l'œuvre artistique. Parce que finalement, quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'on parlait beaucoup de l'originalité de l'œuvre, mais très peu de l'originalité du style vestimentaire des individus. Mais en lisant cet essai de Jean-Marie Schaeffer, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de points qui pouvaient être liés au style vestimentaire et que le parallèle était assez saisissant. Donc Jean-Marie Schaeffer part forcément de ce postulat selon lequel dans la notion d'originalité, il y a deux aspects, comme je vous le disais, il y a la singularité qui est en fait l'expression de soi et la notion de nouveauté qui est en fait l'écart vis-à-vis de la tradition. Et ça va former une valeur ajoutée vis-à-vis de l'œuvre. Dans la notion d'originalité, on a cette idée qu'il y a une subjectivité qui est maître, qui est la condition sine qua non pour qu'une œuvre, ou pour que le style, puisse recevoir une considération extérieure, une reconnaissance. L'originalité, ça va être un procédé pour les artistes assez efficace parce qu'elle permet de capter l'attention, la curiosité du récepteur. Elle permet d'éviter la redondance ou l'ennui. Et c'est notamment depuis le romantisme en fait qu'on a fait de cette valeur une vertu artistique et esthétique. À l'époque des romantiques notamment allemands, il y a toute cette grande idée qu'une œuvre est censée désautomatiser notre rapport au monde. Que donc chaque œuvre doit pouvoir tenir en elle-même et pour elle-même. Que chaque œuvre est une expression, voire une exaltation du soi. Ce qui est intéressant, c'est que l'originalité annule le fonctionnel. C'est-à-dire que c'est une attention autonome qui se singularise, qui permet une contemplation esthétique. C'est hyper fort parce qu'on se rend compte que dans le style vestimentaire, c'est exactement ça. En fait, faire attention à son style, ça n'a rien de fonctionnel, mais ça permet une contemplation, ça permet même une stupéfaction. Du coup, l'originalité est devenue une vraie valeur esthétique et un critère aussi de mémorabilité de l'œuvre. On va s'en rappeler parce qu'elle est originale, parce qu'elle dénote. Comme je vous le disais, il y a aussi cette idée dans l'originalité que c'est une auto-expression de l'artiste ou de la personne, de sa subjectivité. Et du coup, quand on pense l'originalité comme ça, on voit qu'il s'y mêle plusieurs notions,
la notion donc d'original opposée à la copie, la notion d'invention opposée à la notion de mimétisme, la notion de génie qui est elle opposée à la notion de savoir-faire appris. Et donc l'originalité c'est un peu un mix de tout ça et elle est en fait estimée parce qu'elle est censée trahir l'individu qui a travaillé pour l'œuvre ou pour son style, vous avez compris le parallèle. Il y a la notion de génie dans l'originalité parce qu'on a cette idée que quelqu'un qui est original ou qui fait une œuvre originale, c'est quelqu'un qui est inspiré, qui détient un talent particulier. C'est une caractéristique qui lui permet de se distinguer et de se détacher du reste du corps social. Selon Condillac, un philosophe qui a écrit l'essai sur l'origine des lumières humaines, l'originalité est une caractéristique du génie dans le sens où il n'imite pas, mais aussi il ne peut pas être imité. En vertu de l'originalité de son âme, de son caractère selon Condillac, c'est ce qui fait l'excellence artistique de son œuvre. L'œuvre originale, elle va servir de transfert à l'idée de création divine en fait. L'art devient une forme d'incarnation de Dieu en ce monde, car l'œuvre doit endosser tous les traits de la subjectivité divine. Si on calque cette analyse artistique sur le style en poussant l'idée d'originalité vestimentaire à son paroxysme, c'est en fait que l'individu, qui veut être tellement original, veut remplacer Dieu. Il veut défier la nature, il veut défier le Dieu qui lui a donné un corps nu, en le récréant de par lui-même. C'est un geste qui est quand même assez fort. C'est pour ça que l'originalité serait considérée comme quelque chose de positif dans la mode, parce qu'elle serait la preuve d'une volonté, d'une force de caractère divine en fait. Je pense que l'exemple le plus parlant quand on parle d'originalité comme forme d'exaltation de soi, c'est la crise d'adolescence. Parce que ce qui est très intéressant, selon moi, c'est qu'il n'y a pas de période plus importante dans la vie pour la mode que l'adolescence. En fait, l'adolescence, c'est le bouleversement d'une identité, c'est le point de rupture, et il y a tout un corps qui est en train de se métamorphoser, qu'on ne comprend pas encore, qu'on rejette très souvent. Et la mode va permettre de transmettre tout ça, notamment aussi parce que lors de la crise d'adolescence, il y a une volonté de prendre des prises de position hyper affirmées qui sont généralement contre celles des parents, celles de l'autorité. Il y a une prise de conscience du soi quand on est ado qui va se jouer avec une originalité, une certaine exubérance dans le langage, dans l'attitude, dans la façon de s'habiller. Dans l'écriture aussi, l'ado va chercher à se singulariser et à se détacher aussi des autres. Il va vouloir créer une rupture entre lui et les autres. Et cette volonté de rompre avec la norme des comportements antérieurs à lui, elle se traduit par un besoin de solitude, l'envie de refaire le monde, le dégoût des autres, etc. Ce sont des caractéristiques qui sont propres à la découverte de soi et de sa propre identité en réalité. Et c'est pour toutes ces raisons que le style joue dans la crise d'adolescence un rôle central en réalité. Il y aura une crise du soi qui va engager une crise du style qui est symptomatique d'une rébellion identitaire. Et quand on regarde en fait tous les mouvements de la mode qui ont été forts idéologiquement et qui ont voulu balancer et renverser le système, c'est des mouvements qui étaient très prisés des ados. On parle bien évidemment du mouvement punk, du mouvement hippie, je pense que c'est les deux qu'on a tous en tête de file, parce que les nouvelles modes sont inventées par les ados, par la rue, parce que les ados ont ce regard complètement inédit sur leur propre corps. Une nouvelle approche du corps qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent rien, qui va leur permettre de transmettre toute cette émotion incontrôlable qu'ils ont en eux, cette incompréhension du monde et des autres, pour simplement faire place à leur subjectivité qu'ils découvrent enfin. En plus, la mode est l'outil parfait pour se démarquer en fait. On peut montrer sa réussite sociale par la mode, on peut montrer l'appartenance à une communauté, etc. Il y a une forme d'ostentation en fait dans le paraître que récupère la mode pour montrer de qui il s'agit, qu'est-ce qu'on aime, quelle musique on écoute. C'est hyper parlant en fait. Voilà toutes les raisons qui nous poussent à vouloir être original. Mais maintenant il faut se poser la question de l'originalité est-elle un leurre? Est-ce que c'est vraiment possible d'être original? Est-ce qu'on peut vraiment avoir une singularité dans notre style qui n'appartienne qu'à nous? Et est-ce que la rechercher, ça serait pas perdre du temps? Pour
certains penseurs, l'originalité est un leurre, et c'est le cas notamment de René Girard qui a écrit en 1961 un ouvrage qui s'appelle Mensonges romantiques et vérité romanesque. C'est un ouvrage dans lequel il va faire tomber de son piédestal la valeur de l'amour. Il perce à jour un mensonge que nous faisons tous, un mensonge qui est relié à l'amour et à notre capacité à tomber amoureux en fait, de la force de l'amour. C'est une analyse qui est un petit peu dérangeante parce que on a fait de l'amour un véritable culte dans notre société parce que on aime à penser que nous sommes les héros romantiques de notre vie, que nous sommes à l'origine de nos désirs, parce qu'on croit fort à notre individualité, à notre subjectivité, à notre originalité. Et parce qu'on croit en ça, on pense le désir selon seulement deux pôles, l'objet et le sujet, le désirant et le désiré. Et on pense que l'objet nous plaît en fonction de ses qualités propres, de ses qualités intrinsèques, alors qu'il n'en est rien, nous apprend René Girard. En fait, on apprécie et on veut l'objet seulement parce qu'il y a un tiers qui soit le possède, soit le désire également. Donc en fait, c'est beaucoup moins chou que ce qu'on aimerait croire de l'amour, mais je pense que cette analyse est très importante parce qu'elle nous permet de comprendre qu'il y a un désir d'imiter celui qui possède l'objet. Et on comprend aussi grâce à René Girard qu'au fond de tout désir, il y a un désir d'être. À travers la somme de tous nos désirs, on cherche à réaliser notre être. Cette réalisation de notre être, elle ne peut être permise qu'à partir d'une série d'identifications. C'est pour ça que dans un rapport de désir, il y a un tiers et que c'est grâce au regard du tiers qu'on veut imiter, qu'on désire l'objet. Donc finalement, on a toujours cette illusion d'originalité parce que, comme on l'a compris, elle a une certaine vertu, elle a une certaine classe. Et au contraire, tout ce qui est commun ne nous intéresse pas, n'est pas digne de notre attention, c'est trivial, c'est bon marché, c'est ordinaire, c'est ennuyeux quoi. Et encore une fois, notre société a bien compris en fait cette plus-value qu'il y avait de l'individualité, de l'originalité. La culture pub a totalement récupéré cette notion-là avec les slogans genre Be you, be yourself. En fait, on en est arrivé à une espèce de spirale du soi, de l'individu narcissique. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai une chaîne YouTube. Et du coup, ce désir d'originalité, il est étroitement lié au désir de reconnaissance. C'est un désir qui nous provient d'un manque. Car on ne se suffit pas à nous-mêmes. Et nos actions, finalement, on les réalise seulement dans l'espoir que quelqu'un puisse les voir, les apercevoir. Un écrivain n'écrit jamais que pour être lu, finalement. Ce désir de reconnaissance qui nous pousse à vouloir être original et à briller de par notre singularité, c'est une compensation à notre mortalité. Ce serait comme la preuve qu'on a été là, une preuve de notre passage sur cette terre. Pourtant, ce culte de l'originalité et de l'authenticité de soi, c'est aussi des pièges qui nous rattachent à une sorte de détermination de l'être, d'essentialisation même de son identité en fait. Et je pense que le philosophe qui se lève contre ce précepte-là, c'est par excellence Jean-Paul Sartre, qui est contre toute détermination de l'être, contre son essentialisation. L'existence précède l'essence. Selon lui, l'authenticité de l'être, c'est pas du tout une coïncidence de l'individu avec une potentielle essence prédéfinie, mais au contraire, c'est pouvoir reconnaître sa propre liberté et que sa propre liberté c'est la seule chose qui le constitue. Il y a un total basculement dans son analyse parce que du coup on comprend que la notion d'originalité dans la mode elle est souvent reliée à quelque chose de l'ordre d'une substance de ce qu'on est, ontologique et essentialiste, de savoir qui on est et ne pas s'excuser pour qui on est et tout. Et en fait, qu'est-ce qu'on est ? Qui peut se lever et dire « moi je sais qui je suis ». On est tous en train de chercher perpétuellement, d'essayer des nouvelles choses, essayer de figure out, et la seule chose qu'on fait finalement c'est vivre. Et Sartre l'avait assez bien compris il me semble. Et j'aimerais vous citer un extrait de La Zone du Dehors, un roman de Alain Damasio, qui est hyper parlant et assez beau. Je vous le lis tout de suite. « Se libérer, ne croyez surtout pas que c'est être soi-même. C'est s'inventer comme autre que soi. Déchirez la gangue qui scande « vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ». Ne soyez rien, devenez sans cesse. L'intériorité est un piège, l'individu une camisole. Soyez toujours pour vous-même votre dehors, le dehors de toute chose.
Moi j'adore cette conception de la vie, j'y adhère évidemment. Non seulement ça permet de tout remettre en compte, mais ça permet aussi de se rendre compte de la grande liberté qui nous incombe et qui peut aussi être hyper effrayante. Et l'originalité de la mode, ça serait alors d'être notre propre altérité, de défier toute essentialisation et de permettre à chacun de vivre sa liberté sans se rattacher à des valeurs naturelles, à des postulats d'existence qui nous rassurent mais qui nous enferment en même temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager ou à vous abonner. On peut aussi se retrouver sur mon blog et sur ma page Insta as usual. Je vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite une très bonne journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite.